Bonjour à tout le monde. Donc, je vais reprendre un peu le discours qu'avait laissé suspendu Frédéric Obranger dans sa communication au moment où il exposait, il disait que effectivement, après 1825, l'enthousiasme et l'intérêt pour la pratique de l'acupuncture, de toute façon pour les pratiques médicales chinoises, s'estompent en France. Et je vais donc reprendre à partir de la fin du XIXe siècle, quand, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la médecine chinoise attise de nouveau l'intérêt intellectuel et pratique au sujet surtout des techniques médicales et thérapeutiques. Ce sont des médecins militaires et des missionnaires ou des diplomates français séjournant en Chine ou en Indochine qui produisent des textes qui circulent en France entre 1863 et 1915 et qui inspirent le travail futur des médecins pratiquant l'acupuncture. Et c'est bien l'acupuncture, la technique d'origine chinoise la plus diffusée en France à partir de 1930. Je montrerai aussi comment, au fil des décennies, pendant le XXe siècle, les connaissances autour de la médecine chinoise évoluent, influencées par l'investissement et le travail de quelques figures clés. Ce n'est pas à proprement dire du contenu et de l'interprétation du corpus médical qu'il s'agira de discuter ici, mais plutôt de l'attitude des divers acteurs vis-à-vis de la médecine des Chinois, de la perception qu'ils ont et ce qu'ils ambitionnent de transmettre en France. Nous noterons qu'à partir de la fin du XIXe siècle, s'est mis en place une forme d'épistémologie de la médecine chinoise. De fait, les avis autour de la valeur de la médecine chinoise et de son intérêt pour les praticiens et pour la société française, de sa possible rencontre avec la médecine occidentale, sont caractérisés par une forte diversité. Donc, je vais donc vous présenter quelques figures clés de l'évolution de ces connaissances autour de la médecine chinoise en France. Le premier texte auquel font référence les médecins et praticiens français au XXe siècle est l'ouvrage du capitaine Claude Philbert d'Abry des Tiercents, qui publia en 1863 La médecine chez les Chinois. Et le même auteur publia 10 ans plus tard, en collaboration avec le professeur Léon Soubeyran, La matière médicale chez les Chinois. D'Abry des Tiercents, résidant en Chine de 1856 à 1871, comme commissaire du gouvernement français à Tianjin, à Chusan, et consul à Hankou, ensuite à Shanghai, à Canton. Il n'était ni médecin ni sinologue, mais il compila divers ouvrages sur les techniques chinoises, dont ces 2 textes sur la médecine. Ces textes sont remarqués par leur rigueur et la rigueur des notions qu'ils contiennent, et seront source d'information pour les auteurs suivants, des décennies suivantes. Et quelques décennies plus tard, deux médecins coloniaux ayant séjourné en Indochine publient des ouvrages autour de la médecine chinoise. Le premier fut Jean-Jacques Matignon et Jules Regnault. Et en particulier, Matignon fut médecin majeur de l'armée coloniale hors cadre, ex-attaché à la Légion de France à Pékin. Il écrivit autour de la pensée de la civilisation chinoise en général et quelques ouvrages, quelques articles autour de la médecine. Il s'intéressa surtout aux aspects culturels et ce qu'il appela les croyances chinoises, entre autres liées à la médecine, et insistant toujours sur l'avance qui aurait pris la civilisation occidentale. Mais en revanche, plus important pour ces contenus sont les écrits de Jules Regnault, et surtout pour l'influence qu'ils auront par la suite. Jules Regnault était médecin militaire et chirurgien des hôpitaux militaires. Il séjourna entre 1889 et 1900 au Tonkin. Revenu en France, il produisit une série d'articles concernant l'acupuncture et la réflexothérapie, mais il fut surtout connu pour la publication autour de la médecine chinoise au Annamite. Son livre, Médecine chinoise
Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites, publié en 1902, est un témoignage de ses observations sur le terrain, compilé grâce à l'étude de quelques ouvrages chinois. Son texte, comme celui de Dabry, sera souvent cité et pillé par les auteurs suivants. Dabry, Détiersan, Matignon, mais surtout Regnault, se réfère à des connaissances et des expériences autour de la médecine chinoise récoltées en Chine, mais aussi en Indochine. Le positionnement europocentriste exprimé de façon claire par Dabry, Détiersan et par Matignon, bien qu'avec des arguments et des attitudes différentes. En revanche, le regard sur les pratiques chinoises et vietnamiennes se transforme dans le discours de Jules Regnault, qui assume des positions plus modérées vis-à-vis de la supériorité occidentale en termes des sciences, des pensées et des développements, et qui s'exprime plus ouvertement en faveur de la connaissance de la thérapeutique chinoise et de ses remèdes. Il se positionne aussi par rapport à des auteurs comme Dabry, Détiersan et Matignon, en argumentant les points de désaccord. Dans son introduction et dans les conclusions de son ouvrage, Regnault défend l'intérêt que les démarches cliniques chinoises peuvent avoir pour la société occidentale et en particulier pour ce qui est de la médecine. L'intérêt de cette médecine, selon lui, révèle de son ancienneté et aussi de son caractère empirique et de l'attention qu'elle porte aux symptômes et donc aux signes des maladies chez le malade. Nous attirons l'attention sur le fait que le travail de ce médecin s'inscrit dans un moment de passage entre le regard colonialiste vis-à-vis de la médecine chinoise et l'intérêt pratique pour les ressources médicales chinoises. Dans la mise en place de son approche sur le terrain, Regnault avance une démarche d'enquête très précise. Il affirme « Nous nous sommes efforcés de compléter nos études en interrogeant les médecins et les pharmaciens et surtout nous faisant lire et expliquer par un Chinois, les très fort intelligent, qui avait longuement étudié divers traités médicaux, les théories et les pratiques principales de la médecine chinoise. » Dans la même attitude que Regnault, il y a aussi l'ouvrage du médecin lyonnais Eugène Vincent, qui produit quelques années plus tard, en 1915, son texte avec la préface du docteur Matignon. À partir des textes de Regnault, de Tiersan, il défend lui aussi l'intérêt de la médecine chinoise pour la pratique médicale en Occident et hors Chine. Une approche à la médecine chinoise s'esquisse dans le discours de ces médecins coloniaux qui commencent à s'emparer de quelques connaissances et à les transmettre en France, en s'adressant dès maintenant à un public de médecins. Mais c'est à partir de 1930 que dans plusieurs hôpitaux parisiens, une technique médicale, l'acupuncture, fait partie des consultations de médecine générale. Et cette technique est pratiquée par des médecins cliniciens accompagnés par la supervision de Georges Soulier-Desmorans. Georges Soulier-Desmorans est né en 1878 d'une famille bourgeoise. Et après des courtes études, il est embauché comme secrétaire pour la compagnie du chemin du sud-est africain. Et puis, rapidement, grâce à ses compétences linguistiques, il était anglophone et puis pour différentes raisons avait pu étudier un peu le chinois. Grâce à ses compétences linguistiques, il est embauché comme élève interprète au ministère des Affaires étrangères et entre 1901 et 1917, il passe une dizaine d'années en Chine en essayant d'entreprendre une carrière diplomatique. Et en 1917, il est contraint à abandonner cette carrière diplomatique pour des raisons qui restent un peu inconnues. Et cette décision change radicalement sa vie professionnelle. La dizaine d'années passées en Chine et les connaissances qu'il pourra revendiquer d'avoir acquis là-bas lui seront en effet très précieuses. Parce qu'au moment de l'abandon de sa carrière diplomatique, il devient un érudit et connaisseur de la Chine en France. Et c'est grâce à ses connaissances sur la Chine qu'il pourra publier de nombreux ouvrages et travailler comme érudit entre 1918 et 1929. Il faut noter que jusqu'à 1929, le thème de l'acupuncture n'est cependant jamais abordé dans ses écrits. Il écrit sur la musique, sur la littérature, sur l'histoire de l'art, sur le droit, sur l'histoire de la géographie, sur Confucius, et il écrit une grammaire mongole. Il sera également auteur de ses 7 romans
inspirés à la Chine ou des traductions chinoises. Mais l'intérêt de Georges Soulier-Desmorans pour l'acupuncture devient évident à partir de la fin des années 1920. Et c'est dès lors qu'il se consacre intégralement à ces tâches et il revendique lui-même son statut de sinologue et acupuncteur. Ce tournant de sa carrière est dû en grande partie à l'enthousiasme suscité auprès de certains médecins français, pour la plupart homéopathes, se revendiquant des néo-hippocratiques et faisant partie d'un petit groupe, mais pas aussi petit groupe, de médecins qui exprimaient des opinions de contre-culture par rapport à la médecine conventionnelle dominante. Et le succès de Georges Soulier-Desmorans comme acupuncteur est vraiment facilité par l'appartenance à ce cercle des médecins. Le contact avec des cliniciens lui offre par ailleurs, là vous voyez le portrait, et il y a juste une photo de Soulier-Desmorans quand il était interprète à Kunming. Et le contact avec les cliniciens lui offre par ailleurs l'opportunité de mener un travail sur les malades dans des hôpitaux. Et lors de ses consultations à l'hôpital, plusieurs médecins venaient assister aux sciences d'acupuncture, pour apprendre l'art de soigner par les aiguilles que Georges Soulier-Desmorans met en place à l'hôpital Bichat. Là, vous voyez une carte avec les hôpitaux dans lesquels il exerçait, il pratiquait. L'hôpital Bichat, l'hôpital Léopold-Bellan, l'hôpital Saint-Louis, ainsi que les hôpitaux Saint-Jacques, Hahnemann et Foch. Cependant, le fait qu'il ne soit pas médecin met Soulier-Desmorans dans une situation difficile parce qu'il est poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Cette action en justice a pour origine un conflit avec l'un de ses élèves, Roger Delafille, homéopathe et acupuncteur, qui en 1951 le porte plainte au nom des syndicats des médecins contre Georges Soulier-Desmorans et tente de faire poursuivre un correctionnel pour exercice illégal de la médecine. Et il faut juste rappeler que c'est en 1945 ou 1949 qui naît l'ordre des médecins et que la profession médicale commence à se professionnaliser de plus en plus. C'est donc dans ce contexte que Georges Soulier-Desmorans est accusé pour exercice illégal de la médecine. La contribution la plus importante de Soulier-Desmorans, donc ça c'est son premier texte sur l'acupuncture de 1934, il avait publié en 1929 un article et puis ce texte. Mais sa contribution la plus importante est publiée en 1957, après sa mort, parce qu'après la Deuxième Guerre, il ne publia plus que quelques articles. Et cet ouvrage de 1957 est probablement le fruit de son travail, mais fortement aidé par les médecins qui l'entouraient, notamment Thérèse de Martini. Ce gros manuscrit qui est décrit comme l'incarnation d'une approche scientifique qui pouvait parler des concepts médicaux chinois aux médecins occidentaux. Soulier-Desmorans, grâce à la légitimité acquise par les années passées en Chine, pouvait se faire médiateur, passeur vers les médecins occidentaux des savoirs et des pratiques médicales chinoises. La diversité des principes et des théories fondant les deux médecines semblait trouver une sorte d'harmonie grâce à un érudit, ce qu'il se disait un érudit, sur la Chine, qui allait proposer une version utilisant un langage de la science occidentale, toujours grâce à l'aide des médecins qui l'entouraient. Le savoir qu'il avait pu composer et organiser lui avait été fort probablement transmis par un praticien japonais, donc il ne venait pas de ces années passées en Chine, mais il venait de ce praticien japonais qui vivait en France, à Paris, entre 1929 et 1931. Et donc ne venait pas de ces expériences cliniques qu'il disait avoir acquis lors de ses séjours en Chine. Néanmoins, il a pu s'affirmer comme le connaisseur de l'acupuncture en réponse à une demande émanant des médecins eux-mêmes et d'une partie de la société française au début du XXe siècle. Si le procès entamé contre Georges Soulier-Desmorans se solda par un non-lieu, ne mettant pas nécessairement fin à la carrière de ce praticien, pour autant, la disparition de Soulier-Desmorans marquera le début d'une période où l'acupuncture sera défendue comme acte médical par les médecins la pratiquant,
une période de démarches d'institutionnalisation, de légalisation, de diffusion nationale et internationale et d'organisation de son enseignement. Un an avant la disparition de Georges Soulier-Desmorans, qui est mort en 1955, donc juste pour vous rappeler, ça vient, disons, la traduction des Mailles et des Chi, qui est désormais répandue de façon extrêmement large, disons, au niveau mondial, est due à la traduction de Georges Soulier-Desmorans. Et donc, un an avant la disparition de Georges Soulier-Desmorans, en 1955, est publié le premier tome du traité de médecine chinoise. Son auteur, Albert-Marie-Paul Chanfrot, est un médecin militaire qui, après avoir passé 2 années au Tonkin, revient en France avec des documents et des données qu'il réorganise pour les publier dans un ouvrage en 6 volumes entre 1954 et 1969. Son vaste travail, au-delà du fait qu'il restera un des textes fondamentaux pour les médecins acupuncteurs français pendant quelques décennies, changea le paysage du savoir et de la pratique de l'acupuncture française jusqu'à 1950. Qui jusqu'à 1950 était complètement lié à l'ouvrage des Soulier-Desmorans. Ces 2 praticiens, Georges Soulier-Desmorans et Albert Chanfrot, se croisent juste. Cela est témoigné par une lettre que Soulier-Desmorans envoie à Chanfrot en le remerciant par la publication de son premier tome. Et là, vous voyez la reproduction de la lettre que Soulier-Desmorans envoie à Chanfrot. Donc, Albert Chanfrot est né en 1909 et c'est grâce aux influences de son beau-père, qui était un médecin homéopathe, décide d'une part de poursuivre des études de médecine, mais aussi il s'intéressera par la suite à des pratiques médicales alternatives, si on veut, donc tout d'abord l'homéopathie et ensuite l'acupuncture. Et en effet, il suit les cours de l'Institut du Centre d'acupuncture de France, qui avait son siège à Paris. Il terminera sa formation en acupuncture en 1942. En 1950, le ministère de la Défense l'envoie... Et donc, il choisit aussi de poursuivre une carrière militaire. Et donc, en 1950, le ministère de la Défense l'envoie à la base navale de Haiphong. Et quelques mois plus tard, il est mandaté à la direction du service de santé de la marine du Tonkin, entre 1951 et 1952. Et il restera en Indochine durant 3 ans. Pendant la période passée au Tonkin, essayant de mieux comprendre cette science curieuse qu'il avait déjà intéressée auparavant, il s'introduit dans les quartiers chinois, il se lie d'amitié avec un lettré chinois, Hung Kan-sam. Voilà, vous le voyez pendant ces missions, et puis avec ce lettré chinois. Lui-même raconte, donc Chanfrot raconte, qu'il passa ses soirées, voire ses nuits au cours de ses années en Indochine, avec son ami chinois pour traduire les textes qui lui serviront ensuite pour la rédaction de ses ouvrages en langue française. Après son séjour au Tonkin, Albert Chanfrot revient en France avec le matériel qui lui servira de base pour son travail. Et l'œuvre de Chanfrot est donc vous voyez ici le premier volume du traité de médecine chinoise qui publia en 5 et 6 volumes en fait. L'œuvre de Chanfrot est donc caractérisée par son attention, son dévouement à la traduction des textes médicaux, mais elle est aussi porteuse de la formulation des principes essentiels pour les médecins français, liés à la valeur de la traduction des classiques chinois. Il revendique l'importance des textes médicaux dans leur intégralité, étant convaincu que c'est uniquement par la traduction correcte de ces textes que les concepts de la médecine chinoise pouvaient être correctement compris par les médecins français. L'œuvre de Chanfrot et cette démarche méthodologique influenceront énormément la suite du destin de la pratique de la médecine chinoise, des connaissances autour de la médecine chinoise en France. Pour aller un peu plus rapidement, parce qu'il faut que je me rapproche de la fin, je voulais vous présenter juste ce personnage qui est ce médecin vietnamien, Nguyen Van Nghi,
qui rentra en contact avec Chanfrot, comme Chanfrot avait fait avec Soulier-de-Mauron, et prendra la suite de ce médecin militaire en incarnant la figure parfaite pour les praticiens, médecins, acupuncteurs français. Nguyen Van Nguy était un Vietnamien, arrivé en France autour de 1925, qui étudia la médecine conventionnelle, la médecine occidentale en France, donc il était médecin conventionnel en France, et qui pratiqua pendant plusieurs années, pendant la Deuxième Guerre, mais était aussi lié, faisant partie d'une famille aristocratique vietnamienne, était en contact avec le ministre de la Santé, qui autour des années 1956, 57, 58, lui envoya toute une série de textes, traduction des textes chinois, des textes médicaux, traduction des textes chinois, que Van Nguy traduira en français à son tour. C'est donc, il représentait donc ce personnage, représentait vous le voyez avec le ministre de la Santé au Vietnam. Et ce médecin vietnamien formé en France à la médecine conventionnelle, mais pouvant traduire apparemment les textes en langue originelle, bien qu'il ne connaissait pas vraiment le chinois, mais il traduisait du vietnamien, incarne la figure parfaite du médecin connaissant la médecine occidentale, mais pouvant aussi parler et transmettre la médecine chinoise. Ce sont donc ces personnages qui influenceront et créeront vraiment ce style propre à la France, qui est connu comme une acupuncture traditionnaliste, fortement liée à la tradition, qui voulait vraiment se démarquer de la médecine conventionnelle. Je voulais juste citer comme personnage, parce que jusqu'aux années fin des années 1960, les connaissances autour de la médecine chinoise en France étaient vraiment détenues surtout par des praticiens qui avaient une approche attentive à la lecture des textes classiques, mais qui restaient quand même intéressés par la pratique médicale. C'est un personnage qui fait un peu le pont entre une démarche sinologique et une connaissance liée à la pratique, c'est Pierre Huard. Voilà, Pierre Huard, qui était aussi un médecin militaire, qui a séjourné plusieurs années, 20 ans en Indochine, et qui revient en France et à la fin des années 1960, obtient des charges, il a un parcours très complexe, et ce personnage qui mériterait sûrement beaucoup plus d'attention que celle que je peux lui consacrer ici, mais qui de toute façon termine sa carrière avec un poste à l'école pratique des hautes études, un poste il couvrait la chaire d'histoire de la médecine. Et c'est dans cette dernière partie de sa carrière, qui produit plusieurs textes autour celui-là un peu précédent, autour de la médecine chinoise et des connaissances autour de la médecine orientale, pas seulement chinoise, aussi vietnamienne. Ça, c'est un autre texte assez connu de Pierre Huard, qui travaillait avec Ming Wong, qui était un de ses élèves à l'école pratique, qui avait un poste d'ingénieur de recherche. Cependant, il faudra quand même attendre... Excusez-moi, là je suis obligée de vous demander de conclure. Absolument. Donc, juste pour conclure, il faudrait juste citer l'œuvre du Père Lard et de l'Institut Ricci autour de la médecine chinoise, qui est quand même assez successif le travail de Pierre Huard. Et il faudra quand même attendre les années 80 pour qu'un intérêt vraiment sinologique soit apporté aux connaissances et aux textes médicaux chinois en France. Merci pour votre attention.